Comme vous devez être déçu de rien avoir sur Los Goël, je me suis proposé de faire une première intervention sur Los Goël. Ce ne sera sûrement pas aussi bien que Madame Nègre qui est sur place, mais il se trouve que c'est des choses que je présente par ailleurs à des étudiants, et donc je peux quand même vous dire quelques petites choses sur Los Goël. Donc voilà, finalement, je commencerai pour essayer de respecter le plus possible le programme qui vous avait été présenté. Donc, parce que Los Goël, en fait, ça fait longtemps que c'est un territoire observé par pas mal de personnes. En tout cas, moi, je me suis intéressé il y a une bonne quinzaine d'années. C'est vraiment un des très bons exemples, et c'est pour ça que ça a été choisi, de dynamique de durabilité. Donc, juste pour vous situer rapidement, c'est une commune de moins de 10 000 habitants, mais elle est dans une communauté d'agglomération, celle de Lens-Liévin. Donc, on est dans un milieu a priori plutôt urbain, sauf qu'en fait, 70% de la surface communale est dédiée à l'agriculture. Et surtout, vous voyez, on a des pyramides, ce sont des terrils. Dernière fermeture de la mine en 1986. Et à partir de là, déjà avant la dernière fermeture, on est dans le cadre, c'est ce que disent les acteurs eux-mêmes, hein, d'un désert économique et culturel. Alors, j'essaie de changer de diapositive. Jean-François Caron, dont je vais parler 2 secondes, disait dans une interview au Monde le 23 juillet 2015, on ne pouvait pas continuer sur ce modèle. On devenait l'exemple parfait du non durable. Un territoire pollué, avec beaucoup de chômage, des paysages détruits. Mais surtout, et c'est là où il insiste, il y avait un vide culturel, un problème d'estime de soi des habitants. Dans les années 80 et 90, nombreux sont ceux qui voulaient détruire les terrils et les carreaux de fosse, faire table rase, oublier notre histoire. Alors on sait, en France, il y a beaucoup d'endroits où les gens ont été jusqu'à détruire leur passé industriel, et on se rend compte que ceux qui ne l'ont pas fait disposent aujourd'hui d'un patrimoine industriel assez intéressant. Et c'est ce qui s'est passé, on va le voir notamment, parce que c'est très structurant pour le territoire de Los Goël. Donc Jean-François Caron, très rapidement, il succède à son père, mais lui, il fait partie du parti des Verts. Il est élu en 2001 à la mairie de Los, mais il avait déjà des fonctions au niveau régional. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà très bien impliqué et qui a beaucoup de réseaux dans la région. Et effectivement, ce que comprend très fortement Jean-François Caron, c'est qu'il y a un problème. Les gens ne sont plus fiers, d'habiter. Il n'y a plus aucune estime de soi, de son territoire, etc., etc. Donc, même s'il fait partie d'un parti des Verts, on peut imaginer qu'il arrive et qu'il veuille d'emblée, avant tout, faire du verdissement forcé de sa commune. Non, il a une démarche très différente. Il se dit il faut redonner aux gens la fierté justement de vivre là où ils sont. Et donc, il va commencer par cela, plutôt que de commencer d'emblée par des projets écologiques. Donc, il y a un diagnostic qui avait déjà été fait avant qu'il soit maire en 96, ce qui veut dire que quand il arrive en 2001, il a déjà les idées assez claires. Un diagnostic notamment sur le paysage. On insiste beaucoup sur la vie de quartier, sur la question de la culture. Et j'insisterai surtout sur une logique de financement que va mettre en place dès son arrivée Jean-François Caron, la logique d'un financement 50-50. Alors, 50-50, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse les particuliers ou bien les associations de quartier, des groupes d'habitants proposer à la mairie des projets en lien avec leur cadre de vie, et la municipalité s'engage à financer 50% du projet. Alors évidemment, on est dans un lieu où il y a beaucoup de pauvreté, donc on voit mal les particuliers pouvoir apporter de l'argent. Donc tout ce qui est travail bénévole peut être comptabilisé dans cette logique de 50-50. Et ça va créer une dynamique très intéressante où les gens vont se sentir à nouveau acteurs dans leur territoire. Et ça, c'est en général fondamental sur tous les projets que l'on voit de développement durable territorial. Ça marche d'autant mieux que les gens se sentent acteurs et que les choses n'arrivent pas d'en haut. Donc ce financement 50-50 est vraiment quelque chose qui va dynamiser le territoire. Alors,
Et notamment, ils vont dynamiser à partir de la base 11-19. La base 11-19, en fait, c'est le nom de la base minière, enfin de l'ancienne mine, avec 110 hectares quand même de terrils et d'anciennes infrastructures minières. Et c'est là même, à l'endroit du terril, qu'on va faire le cœur, qu'on va établir le cœur d'un éco-aménagement avec des logements haute qualité environnementale. Enfin, à l'époque, c'était ce qui était à la pointe, une jardinerie avec une partie non commerciale d'activités pédagogiques, et déjà se créent des emplois, hein, parce que je vais insister progressivement sur le fait que tout ceci va dynamiser l'économie du territoire. Alors, il y a des structures qui s'installent. Certaines s'installent parce que Jean-François Caron, étant aussi à la région, quand il y a des choix qui doivent être faits, pourquoi pas les faire à Los Angeles. Il y a même une scène nationale qui vient s'installer, donc j'insiste encore, 22 emplois. Donc, on voit une dynamique qui n'est pas que sur les questions écologiques. Elle est sur les questions écologiques, sur les questions de mieux vivre, sur les questions de culture, et on va voir que ça va faire boule de neige. Alors voilà la base 11-19. Vous voyez que maintenant, il y a plein d'arbres, donc on change déjà l'image de ce que pouvait être la base minière. Alors ensuite, vont se développer des ressources. Alors je crois que Madame Nègre appartenait à la première de ces structures, le CERD, un centre régional des ressources du développement durable, qui s'installe en 2005. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a aussi un bureau d'études qui va s'installer en 2006. C'est encore 7 emplois. Il y a le centre expert régional pour l'émergence des technologies, c'est encore 20 emplois qui va s'installer en 2004. Et vous voyez que progressivement, le territoire se spécialise dans la capacité à être pionnier sur les questions de développement durable, notamment sur l'énergie. Les projets vont s'enchaîner à d'autres niveaux. Lorsque la Fédération française du bâtiment essaye de voir où construire des logements pionniers, des logements expérimentaux pour consommer uniquement 50 kWh par mètre carré par an, eh ben, ils choisissent Los Angeles. Donc, Los Angeles, du coup, devient en très peu d'années attractif pour d'autres projets. D'autres acteurs se disent « Ah bah, j'avais une idée, je voulais l'installer quelque part. Los Angeles, ça me paraît adapté. » Donc, je passe dans les détails parce que je pourrais être beaucoup plus long. Et donc, si vous avez des questions, éventuellement, je peux y répondre. Donc, voilà, un autre exemple. L'église Saint-Vaast perd ses tuiles en ardoise suite à une tempête. Là, vous voyez, on installe des nouvelles tuiles photovoltaïques. Vous voyez, on voit des panneaux juste à côté du terril, des panneaux solaires photovoltaïques de dimensions et avec des technologies différentes, parce qu'on est en train de tester pour voir quelles sont les meilleures technologies. On a beaucoup de réhabilitation ou de nouvelles constructions en éco-construction. Donc, les projets s'enchaînent, notamment des logements sociaux. Désolé, hein, je reprends des diapositives que habituellement je développe en beaucoup plus de temps. Donc, il y a des choses qui défilent, mais je ne m'arrête pas dessus. Il y a une création d'une ceinture verte également autour des terrils. Mais pas seulement, il y a des liaisons douces en site dédié, donc sur plus de 15 km. On dessert les principaux bâtiments publics à partir de ces liaisons douces. Et l'idée, progressivement, c'est de densifier le réseau, de réaliser des nombreuses micro-liaisons pour que finalement, les gens puissent se passer le plus possible aussi des véhicules automobiles, surtout lorsqu'ils les utilisent en étant seuls dedans. Alors, vous voyez, autour des terrils, finalement, les gens se réapproprient les terrils. Il y a une promenade autour des terrils. Voilà, bon, ensuite, on fait ce qu'on peut en termes paysagers, mais ça devient intéressant et les gens se l'approprient. La municipalité touche à tous les domaines. Sur les espaces verts, le fauchage tardif, maintenant ça s'est généralisé, mais il faisait partie quand même des municipalités qui l'ont fait avant d'autres. Gestion conservatoire des bois, les gestions des espaces verts sont multipliées. Ils passent au zéro phyto dès 2005 dans diverses cités, et notamment les habitants sont sensibilisés pour également faire du zéro phyto, parce qu'on sait que parfois les municipalités font des efforts en zéro phyto, mais les particuliers en mettent plein, et à la fin, c'est quand même dommage. Ils gèrent de façon alternative les eaux pluviales en récupérant sur différents bâtiments.
Donc, vous voyez que les initiatives sont un peu dans tous les domaines. À force de faire plein de petites choses, on arrive à une dynamique très, très forte au niveau du territoire. Alors, on peut se dire que tout ça coûte de l'argent, mais en fait, ce que l'on peut découvrir, c'est que finalement, les nouvelles pratiques engendrent des économies. À titre d'exemple, ils ont remplacé les produits utilisés par le service propreté par des produits labellisés écologiques. Et en fait, alors que ces produits à la base coûtent plus cher, le budget a baissé. Il a baissé aussi. Et en fait, surtout, ce que l'on voit, c'est que les produits sont peut-être un peu. Par exemple, les peintures utilisées pour les voiries sont sans solvant. Alors, il faut repeindre plus souvent, a priori. Sauf qu'en fait, ces peintures coûtent moitié moins cher. Vous voyez, donc elles sont plus écologiques, elles coûtent moitié moins cher. Et finalement, ça demande plus de main-d'œuvre. Mais dans un territoire où on a besoin de créer des postes de travail, finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être sur des technologies moins chères, plus vertes, mais qui supposent un peu plus de main-d'œuvre derrière? Voilà, il y a des choix qui sont aussi à ce niveau-là, et c'est un des nombreux choix qu'a fait Los Angeles. Donc, ils investissent aussi dans du nouveau matériel qui leur permet de faire des économies de fonctionnement, et les marges dégagées sont réinvesties selon un cercle vertueux dans encore d'autres économies de fonctionnement. Donc, également, finalement, le verdissement du fonctionnement de la municipalité se traduit par des économies, ce qui est un peu contre-intuitif. On entend plutôt beaucoup d'édiles et beaucoup de spécialistes dire oui, mais c'est bien l'écologie, mais ça coûte cher. Ben, on a un des contre-exemples. Ça peut, si on pense de façon systémique la question, ça peut ne pas coûter plus cher, voire le contraire. Alors, je voulais juste te dire encore là-dessus que est-ce un hasard si le premier Louvre hors Paris, hors les murs en France, a été créé dans cette agglomération de Louvre-Lens? Ce n'est probablement pas un hasard. Et d'ailleurs, vous voyez, le Louvre s'installe chez nous. Pourquoi pas vous? Et du coup, le territoire devient même attractif pour essayer d'attirer des personnes qui voudraient quitter, par exemple, Paris. Et vous voyez que parmi les photos, on met en haut, la photo en haut à gauche, c'est la photo de la base 11-19. Donc on ne se cache plus, au contraire, il y a une photo de terril. Donc on voit globalement que le territoire devient attractif et même un pôle culturel avec le Louvre hors les murs, qui a pour spécificité d'ailleurs, vous savez, d'être gratuit parce qu'il y a un enjeu culturel fort au niveau de la région. Donc, vous voyez, la base 11-19 et sa tour, l'extraction qui promeut le Louvre. Donc, vous voyez, le mélange paraît improbable au départ, et en fait, ça marche très, très bien. Et on voit une véritable dynamique. Donc, par ailleurs, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, notamment Jean-François Caron a fait partie des personnes motrices par rapport à ça, eh bien, elle a opéré une réforme du système d'aide aux entreprises. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent promouvoir les petites et moyennes entreprises et les entreprises locales. Et j'ai entendu dans l'intervention précédente que voilà, de plus en plus de personnes se rendent compte que cette question c'est pas juste de créer des emplois, mais qui crée les emplois? Eh bien, il y a un décret qui est sorti en 2005. Vous voyez, dès que ce décret est sorti, la communauté d'agglomération s'en est saisie. Et en fait, on peut très bien aider principalement les PME et les PMI locales à avoir des aides qui sont modulées en fonction de la taille de l'entreprise. Donc voilà juste l'exemple. Les aides à l'investissement sont modulées en fonction de la taille de l'entreprise. Lorsqu'on a moins de 30 salariés, on a 35% d'aide, 25% jusqu'à 100 salariés et 15% au-delà. Et par ailleurs, il y a des aides à l'immobilier des entreprises qui dépendent également des créations d'emplois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le paradis économique non plus, mais d'un territoire complètement déserté, donc je reviens au démarrage socialement, culturellement, économiquement, on en vient à un territoire extrêmement satisfaisant. On a 140 emplois qualifiés au sein de la base 11-19, près de 350 emplois qui ont été créés, et donc le taux de chômage est largement inférieur à celui des communes voisines. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette partie sur Los Angeles. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Si je peux ajouter quelque chose, merci beaucoup pour votre intervention. Ce qu'on trouvait très intéressant
l'institut